Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Charles Delizy, je suis le cofondateur de Pledzi, qui est un éditeur de logiciels. C'est une solution, plateforme de gestion de vos campagnes d'inbound marketing. Et je vous présente Charline, qui est directrice marketing de Wizaplace et qui m'accompagne aujourd'hui pour présenter justement la manière dont elle a déployé Pledzi et la manière dont elle a réussi à mettre en place une stratégie d'inbound marketing chez elle. Bonjour à tous. Donc oui, je suis la directrice marketing de Wizaplace. Wizaplace, qui nous sommes, juste pour nous situer. Donc on est éditeur, nous aussi, de solutions de création de marketplace. Les marketplaces, ce sont ces plateformes à l'image d'Amazon qu'on voit fleurir un peu dans tous les secteurs d'activité, comme ManoMano, Blablacar, Vinted, Malte, Companeo. Et donc nous, en fait, chez Wizaplace, nous sommes une plateforme qui permet de créer ce type de plateforme multivendeur. Donc Wizaplace, c'est une aventure qui a débuté en 2012, à l'origine avec la création d'une marketplace par notre fondateur, Eric Alessandri. Et puis en 2015, le projet a pivoté pour se mettre à commercialiser en fait la solution qui portait la marketplace. Et donc le projet est devenu Wizaplace. C'est comme ça que Wizaplace est né en 2015. Aujourd'hui, nous avons 2 bureaux en France. Nous sommes à Lyon. Nous sommes des Lyonnais, mais aussi à Paris. Et donc on compte 50 collaborateurs. Voilà pour la petite histoire. Et du coup, la question qui nous anime aujourd'hui, c'est pourquoi mettre en place une stratégie d'inbound marketing? À quel moment c'est arrivé dans l'entreprise? Et quels en étaient finalement les grands objectifs? Alors, pour resituer l'avant inbound, avant que j'arrive chez Wizaplace, donc en 2018, il y avait déjà un site internet qui existait chez Wizaplace, avec des formulaires un peu classiques, je dirais, quand on est éditeur de solutions, une proposition de contact, un formulaire de proposition de démo. Mais il n'y avait pas du tout de contenu qui existait sur le site internet. Pour générer du trafic, il y avait quelques campagnes Google Ads pour amener du monde, en fait, simplement, puisqu'il n'y avait pas de positionnement naturel et du coup de contenu qui permettent de se positionner dans les moteurs de recherche. Du coup, le premier objectif avec l'inbound marketing, c'était de gagner en visibilité dans les moteurs de recherche, donc dans Google, de se positionner sur des requêtes stratégiques, ce qu'on faisait en fait par le passé essentiellement par de l'ADS, là où nos concurrents étaient très présents, nos partenaires également, et donc nous ne prenions pas du tout la parole. Et donc c'était d'augmenter le trafic naturel sur le site internet, tout ça dans l'objectif de générer davantage de leads qualifiés. Pourquoi plus de leads qualifiés? Parce que en fait, quand vous faites des campagnes, en tout cas quand je suis arrivée, qu'il y avait encore des campagnes ads qui tournaient beaucoup sur des termes génériques. Le générique amène du monde, amène du trafic, amène du lead, mais pas forcément qualifié. À titre anecdotique, typiquement, nous, on vend des plateformes, on permet de créer des marketplaces, mais on avait des personnes qui nous adressaient pour vendre des vélos sur des marketplaces. C'est vraiment un exemple concret de ce qu'on peut avoir. Donc là, l'idée, c'était de prendre la parole et d'expliquer, de s'adresser à tous ces contacts-là. Au travers de l'inbound, on envisageait aussi de démontrer notre expertise. Notre expertise d'éditeur de solutions marketplace, d'expliquer un petit peu, du coup, quelles étaient les problématiques rencontrées par nos clients, qu'on connaissait en fait leurs pain points, qu'on connaissait leurs besoins. Et donc, on avait quelques communiqués de presse sur le site internet qui parlaient de nous, qui parlaient de notre actualité, de notre évolution, mais on ne s'adressait pas du tout à nos clients. Donc, il nous fallait démontrer notre connaissance du terrain, notre connaissance du sujet. Et donc, c'était aussi un enjeu de l'inbound. Et puis derrière, dernier point, en fait, c'est vraiment la volonté de miser sur des contenus intemporels, de miser sur une stratégie pérenne versus une stratégie où on paye pour avoir un clic. Et voilà, la campagne s'arrête ici, on a payé. Et puis voilà, quand on fait un contenu, on investit du temps, on crée quelque chose et il dure dans le temps. C'est ça qui est intéressant avec l'inbound. C'est un peu comme la location et l'achat de voiture finalement. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment, chez Wizaplace, ils ont mis en place ce type de stratégie. Finalement, le grand saut fait souvent un petit peu peur. Et donc, c'est intéressant de revenir un peu sur les différentes étapes, quelles ont été les priorités, quel a été l'ordre dans lequel ont été mises en place les choses. Alors ici, on a listé un peu toutes les grandes étapes de la mise en place de l'inbound marketing chez Wizaplace. Donc moi, je suis arrivée en janvier 2018 dans l'entreprise, et auparavant, il y avait déjà de premières étapes qui avaient été entreprises avec une agence qui nous accompagne aujourd'hui, qui s'appelle Web Conversion, et qui nous a permis de poser un peu les bases, les fondamentaux de l'inbound. Donc l'entreprise avait déjà travaillé pour identifier quels étaient les personas. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, évidemment, tous les collaborateurs avaient une idée de qui étaient nos clients,
Mais finalement, on ne savait pas réellement quel était leur processus, quels étaient leurs parcours d'achat, les informations qu'ils pouvaient avoir besoin. Et l'idée de ces personas, c'était vraiment d'avoir un portrait type et d'identifier quels étaient les besoins des personnes que l'on adressait. Donc ça a été vraiment la première pierre, je dirais, à l'édifice de l'inbound. Ensuite, donc, on a mis en place l'outil, donc Plaisy, la solution de marketing automation. Et à partir de février, on a vraiment commencé à travailler l'ensemble de nos contenus. Donc on ne faisait pas du tout on n'avait pas de blog, nous n'avions pas de contenu, et donc ça a été vraiment, on a posé à plat, on a défini notre stratégie éditoriale, on a défini quel devait être le ton, quel était le ton qu'on souhaitait employer, on a défini aussi quels étaient les contenus qu'on allait adresser en fonction des personas, en fonction de leur cycle d'achat, en fonction de nos objectifs. Donc ça, c'est un chantier qui a pris un petit moment, puisqu'on était vraiment dans cette recherche de qualité et de trouver le bon ton, je dirais le ton juste. En parallèle, on a travaillé sur tout ce qui touche au scoring, puisque ce qui est intéressant avec l'outil Plaisy, c'est qu'on pondère en fait nos contenus, ce qui va permettre derrière de définir en fait, d'avoir des points, des scores par profil et par personne, et derrière de pouvoir leur adresser des contenus pointus en fonction de leur degré de maturité dans le cycle d'achat. Donc nous, on a vraiment défini des scores en fonction des typologies de contenus qu'on pouvait faire. Tout ça, évidemment, a nécessité de synchroniser notre CRM, puisque quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait un CRM avec des actions déjà existantes, notamment sur l'événementiel, et puis le travail du réseau de l'ensemble de l'équipe commerciale. Du coup, il nous fallait synchroniser les deux outils. Alors l'enjeu était double, à la fois de limiter la saisie manuelle, simplement de faire remonter toutes les informations collectées d'un point de vue web au niveau de notre CRM, mais aussi, à l'inverse, de pouvoir faire redescendre l'information dans Plaisy quand on collecte une information, qu'on la saisit dans le CRM. Donc vraiment de synchroniser les deux outils. Et donc ça, évidemment, quand on met le nez dans le CRM, ça demande un petit peu de nettoyage et regarder un petit peu tous ces champs. Voilà. Et donc le vrai début de notre, je dirais, de l'inbound était en avril 2018 avec le lancement du blog, avec la publication de nos premiers contenus et la création de cette page sur nos sites qui n'existait pas auparavant, donc ce blog-là. Et à partir de ça, on a pu mettre en place notre newsletter mensuel, donc qui propose chaque mois les contenus qu'on publie aux inscrits. On a pu aussi pousser de la promotion sur les réseaux sociaux, chose qu'on ne faisait pas. En fait, on n'avait pas de contenu, donc à nouveau, on partageait de l'information sur l'écosystème, sur le marché marketplace, mais on ne prenait pas du tout la parole. Et donc là, on a pu en fait partager aux personnes qui nous suivaient et puis développer nos communautés sur les réseaux. Le lead nurturing, évidemment, puisque à partir du moment où on a pu avoir des contenus, on avait des scores, on identifiait, on travaillait un petit peu le parcours d'achat des différents contacts, on a pu leur adresser des campagnes, donc ça s'appelle des campagnes intelligentes dans l'outil, qui sont adressées toutes les 3 semaines à nos contacts en fonction de ce qu'on a pu connaître de ces personnes. Est-ce qu'ils ont un intérêt plutôt prononcé sur des marchés B2C, plutôt B2B, quelle est leur fonction, et donc à partir de ça, on va leur adresser des contenus pertinents. Et puis la dernière étape, c'était vraiment la publication du premier livre blanc qu'on a créé chez Wizaplace et qui est venu vraiment comme consolider la stratégie dans son ensemble. On va s'attarder un peu là-dessus parce que j'aime beaucoup le cas client de Wizaplace parce que je trouve que c'est une très bonne illustration du fait qu'on peut faire peu avec bien. Toute la démarche de mise en place de la stratégie d'inbound marketing a été très construite. Et ce qui est vachement intéressant, et ce que va détailler maintenant Charline, c'est que finalement, il n'a pas fallu forcément avoir des quantités astronomiques de contenu pour lancer la stratégie et pour obtenir des résultats et pour être capable de démontrer à sa direction que ça marchait bien. Il a simplement fallu s'attarder sur les bons sujets, produire les bons contenus, les faire bien, mais faire peu. Oui, donc du coup là c'est un petit peu tout le rythme qu'on suit et qu'on s'impose au service marketing pour produire des contenus. Donc c'est vrai qu'au début, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas de blog. Donc l'enjeu en avril 2018, quand on a lancé un blog, c'était d'avoir du contenu, de ne pas avoir une page vide avec un article, mais bien de sortir et de montrer qu'on prenait la parole sur ces sujets-là, de se positionner en fait en tant qu'acteur marketplace. Donc on a commencé avec un rythme assez soutenu pour déjà avoir des contenus, les nourrir nos newsletters, nourrir nos workflows de nurturing. Et puis par la suite, on s'impose ce rythme de 2 articles par mois, toujours dans cet objectif de nurturing et de newsletter.
en fait, de continuer à interagir avec toutes les personnes qui peuvent nous suivre et qui ne sont pas encore suffisamment matures pour rentrer dans les mains de notre équipe commerciale. Oui, alors on a mis une information au niveau du nombre de mots en moyenne. C'est vrai qu'on est sur des contenus assez longs. Et en fait, on publie des contenus entre 800 et 1200 mots. Alors, il y a deux raisons derrière tout ça. Le premier, c'est évidemment l'objectif SEO. De se positionner sur nos requêtes clés, et ça passait par de bien travailler tout ce qui était les titles, les métadonnées, et donc d'identifier la longue traîne en fait qu'on allait travailler dans nos contenus. Ça, c'était le premier enjeu. Et le second, c'est l'évangélisation. Donc nous, on est sur un marché où il y a beaucoup à évangéliser, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de pédagogie. La pédagogie, ça passe par les mots, ça passe par l'explication, et donc c'est pour ça aussi que nos articles sont plus longs. Et puis oui, des call to action, évidemment, puisque dans chaque article, donc même avant qu'on ait notre livre blanc, on mettait des call to action dans nos articles. Donc au début, c'était une proposition de démo ou un formulaire de contact, simplement pour permettre aux visiteurs, aux lecteurs de prendre contact avec nous, faciliter en fait l'interaction, la prise de contact. Et puis dès qu'on a eu notre livre blanc, là, on l'a positionné dans nos contenus. C'est l'exemple type de ce qu'il faut exactement faire. Faut, plutôt que de publier, j'en sais rien, plusieurs articles par semaine qui sont des petits articles qui font 300 mots, il faut mieux publier un article, 2 articles par mois, mais avec la volonté de produire le meilleur article sur un sujet donné et surtout réfléchir à la manière dont on va engager la conversation avec le client. C'est-à-dire qu'il va arriver chez vous via a priori une recherche, par exemple une recherche sur Google, vous allez lui raconter une histoire. On voit énormément de blogs sur lesquels la logique de conversation, la logique de conversion n'est absolument pas traitée. Et attirer des gens chez vous sans leur proposer de poursuivre une relation de quelque manière que ce soit, ça sert strictement à rien. Et du coup, Charline va nous parler un petit peu justement de la manière dont elle gère cette conversion en particulier. Oui, donc en fait, on a plusieurs leviers. Là, c'est ce que vous voyez au niveau des 4 formulaires. En vérité, on n'a pas 4 formulaires, on a 4 types de formulaires qui existent et qui coexistent sur le site. On a des formulaires, je dirais, qui sont plutôt du type newsletter, où on est sur un premier niveau de contact. Là, évidemment, quand quelqu'un va s'inscrire à notre newsletter, on ne va pas du tout le transmettre à l'équipe commerciale. On va plutôt commencer d'interagir avec lui, donc le rentrer dans nos workflows, lui transmettre des contenus en fonction de ce qu'il a pu nous fournir comme information, et par rapport aussi à sa consommation d'articles sur le site internet, ce qu'on peut identifier. On a tous les formulaires dont je parlais tout à l'heure qui étaient préexistants avant l'inbound marketing, donc tout ce qui est de l'ordre du contact et du démo, qui sont là des formulaires pour nous qui ont beaucoup de valeur, puisque si vous venez chez WizaPlay sur le site internet pour nous poser une question, pour nous demander une démo, là il y a quelque chose à creuser. Et puis sous le petit le libellé contenu premium, en fait c'est tous les contenus à télécharger, et en fait à télécharger sous échange de données, donc type livre blanc ou autres lead magnets qui peuvent être envisagés. Donc aujourd'hui, chez WizaPlace, on a 2 livres blancs qui adressent 2 marchés différents. Et on les a positionnés dans nos contenus en fonction des sujets traités. Évidemment, par exemple, quand on fait un article qui dresse le panorama des marketplaces B2B en France, qui est pour le coup un article qui vise à être très catchy, à attirer du monde sur le site internet, on pousse le livre blanc B2B. Quand on fait un article aussi où on explique des features clés, quand on lance sa plateforme B2B, de même, on pousse ce livre blanc-là. En revanche, en fonction des sujets, quand on va plus être orienté sur l'autre thématique, là, on poussera notre second livre blanc. Et donc, on a intégré aussi notre documentation commerciale à un peu notre process d'inbound marketing. Alors la documentation commerciale, on en a tous, elle était déjà existante aussi à notre stratégie d'inbound. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est quand on l'a ajoutée dans nos workflows, au début on ne l'avait pas mise, puis après on l'a ajoutée, puisque ça permettait de fournir un contenu plus de décision, je dirais, un contenu pour des contacts plus matures et leur permettre d'avancer dans le process d'achat, leur fournir des contenus plus à hauteur de ce qu'ils recherchent. Donc c'est-à-dire la solution de marketplace. Au niveau du taux de conversion, on a vraiment vu un gros changement entre l'avant et le post-inbound, puisque quand je suis arrivée, on avait un taux aux alentours de 1% de conversion sur des formulaires du coup de démo contact. Et puis quand on a mis en place l'inbound, donc on a commencé à mettre ces autres leviers newsletter, contenu premium, et donc sur tous les livres blancs qui sont venus, là on est passé à 2,55% de conversion sur le site internet. Du coup, là, on a vu finalement toute la partie contenu qui t'a permis de gérer l'acquisition. Là, les contenus qui te permettent de gérer la conversion. C'est un truc très important parce que beaucoup de nos clients qui débutent avec nous ont des taux de conversion
compris entre 0,5 et 1%. Et faire ce travail qu'a fait Charline, mine de rien, ça conduit à multiplier par 5 le taux de conversion, ce qui revient à multiplier par 5 le nombre de leads qu'on génère tous les mois. Mais finalement, tout ça, la mayonnaise a pris, c'est parce que tu as construit ta stratégie de contenu d'une certaine façon. Et du coup, je te propose de nous expliquer un petit peu justement comment tu as construit tout ça. La première étape, c'était les personas, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien identifier à qui on allait s'adresser et comment on allait pouvoir leur parler. À partir de ça, on a découpé le tunnel d'acquisition pour travailler des contenus plutôt qui allaient adresser les questions du pourquoi. En fait, quand on est dans une phase découverte sur notre marché, en tout cas, on se pose la question de pourquoi je devrais m'intéresser à cette technologie, à ces plateformes. Donc là, on y répond avec des contenus 5 raisons de pourquoi il faudrait que... Voilà, c'est vraiment ce type de contenu qui va venir et donc sur lequel on va mettre un score, je dirais, un peu moindre, puisqu'on est sur une logique d'éveil au sujet. Alors que sur la deuxième étape, qui est plutôt de l'ordre de l'évaluation, là on fournit des contenus où on répond plutôt par du comment. Maintenant que vous êtes entré dans une phase où oui, vous pensez que ce projet et cette solution, en tout cas que nous en l'occurrence, je parle de la marketplace, la marketplace peut être une opportunité intéressante pour votre business, là vous êtes plutôt du ok, comment je vais faire ? Et donc là on répond également, on rentre sur des choses plus techniques, plus fines, plus détaillées, avec plus d'input métier et moins de marché, je dirais. Donc la logique, ça a été vraiment de travailler tout ça de façon à penser des contenus qui seraient plutôt en amont, à la fois pour générer du lead et pour faire du traffic management, et aussi de faire avancer tous les prospects dans leur stratégie, dans leur réflexion projet. Et oui, donc les contenus à télécharger, ça c'était vraiment, pour nous, ça allait de pair avec la stratégie d'inbound. On ne pouvait pas faire de l'inbound marketing sans proposer des livres blancs. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'était un gros chantier chez WizaPlace parce qu'il n'y avait pas du tout de contenu auparavant, en dehors de communication très orientée sur la marque et sur le produit. Donc ça a été assez nouveau et donc pour ça, on s'est, à partir du moment où on avait nos premiers contenus, on a pu réfléchir à quelle allait être l'orientation de ces contenus-là. Et l'enjeu, ça a été de les positionner dans tous nos articles, sauf les articles très décisionnels, je dirais, où là, on invite à faire une démo, mais de les positionner dans tous nos articles pour générer de l'intégration et générer du lead. Du coup, fondamentalement, ce que tu as fait, c'est que tu as réfléchi au parcours de ton client, à la manière dont tu allais leur raconter des histoires, et tu as créé des contenus qui sont cohérents les uns avec les autres. Nous, typiquement, chez Pledzi, on applique un peu la même méthode, c'est-à-dire qu'on a des slots de 3 mois pendant lesquels on va adresser une problématique en particulier. Et ça nous permet d'avoir de la cohérence dans les contenus qu'on sort et typiquement d'être capable de proposer un livre blanc à télécharger suite à la lecture d'un blog qui est le prolongement naturel de l'article. Et c'est ce qui permet d'engager la conversation avec son visiteur. Du coup, maintenant, regardons un petit peu les résultats. Alors, je suis très triste parce que Charline, ils publient pas leurs chiffres chez WizaPlace, donc on a le droit de parler de tendance et pas de chiffres, et c'est d'autant plus dommage que le point de départ il est pas si bas que ça, donc ces tendances sont d'autant plus belles. Oui, en fait, donc comme je disais, ce qui apportait beaucoup de trafic au début, à hauteur de 60% du trafic, c'était du ads, qui nous ramenait du coup le visitorat sur le site internet. Et puis progressivement, le trafic, dès qu'on a mis en place l'inbound, donc là vous le voyez au niveau, donc le avril 2018, c'est là où on a lancé nos premiers contenus. On a vu le trafic beaucoup évoluer, donc il a fallu le temps évidemment que nos articles se positionnent dans les moteurs de recherche. Et puis les vacances sont aussi passées par là. Et puis tout a commencé progressivement à augmenter, donc les résultats ont été assez probants. Au niveau de notre trafic, on l'a multiplié par 3. Et le trafic SEO, lui, a vraiment beaucoup augmenté puisqu'on a multiplié par 6, sachant qu'aujourd'hui, le SEO est notre premier levier de trafic, enfin notre canal d'acquisition de trafic. On est à 60% de trafic par le SEO, là où avant, on capitalisait sur du ads. En termes de conversion alors, en termes de conversion, on a multiplié notre nombre de leads web par 3. Donc ça aussi essentiellement porté par du SEO, parce que le trafic SEO là a bondi, et ce qui est intéressant en fait, c'est que tout à l'heure là on montrait le trafic SEO et le trafic en globalité, mais on a découvert de nouvelles sources de trafic. Je parlais du social management tout à l'heure, on n'en faisait pas, on travaillait pas les réseaux sociaux, et alors ça on avait à peine du trafic depuis les réseaux, et depuis qu'on a commencé à publier de premiers contenus, on a nos communautés qui ont beaucoup grandi,
et qui nous ont amené de plus en plus de trafic, alors essentiellement via LinkedIn et Twitter pour notre part, mais tout ça contribue à avoir augmenté le volume de leads web au global et surtout donc le nombre de leads SEO je dirais qu'à la progression la plus importante. Je fais juste une petite parenthèse parce on vient de sortir une étude en fait qu'on a réalisée auprès de 250 entreprises et il y a des choses qui nous ont frappé. Là, c'est un graphe qui présente l'évolution du trafic en fonction du nombre d'articles qu'on publie. Alors en l'occurrence, c'est le nombre d'articles par trimestre parce qu'il peut y avoir potentiellement des variations un peu importantes d'un mois à l'autre. Et ce qu'on se rend compte, c'est très clairement il y a une sorte de sweet spot entre 5 et 10 articles par trimestre qui revient à peu près à la fréquence à laquelle publie Charline, à savoir 2 articles par mois. C'est très clairement l'étape où on observe le ROI le plus fort. On est capable d'aller chercher plus en ayant une fréquence plus importante. En revanche, ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de moyens parce que passer au-delà de 2 articles par mois, des articles de 1000 mots sur lesquels on a travaillé le parcours du visiteur, etc., c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et donc, on observe très clairement une étape qui est celle-ci, pendant laquelle on a finalement un niveau d'investissement qui est raisonnable. 2 articles par mois, c'est quelque chose qui est assez raisonnable à faire, mais avec un très bon niveau de ROI par rapport aux entreprises qui publient moins. Du coup, maintenant, on va passer un petit peu aux prochaines étapes. Ça fait 2 ans que tu as lancé ta stratégie. D'ailleurs, tu ne nous as pas parlé de tes commerciaux. Comment finalement ils ont réagi à la façon, à cette augmentation du nombre de leads que vous leur transfériez? Alors, quand on parle de leads aux commerciaux, évidemment, ils ont les yeux qui brillent. Donc, quand je suis arrivée et qu'on a mis en place la stratégie et qu'on a vu de premiers leads arriver dans Pledzi et puis dans le CRM, en fait, ça a été super bien accueilli par nos commerciaux qui ont été ravis de voir en fait cet intérêt généré pour la marque et ces demandes entrantes en fait pures à travailler. Et puis après tout ça est venue vraiment une logique d'affiner, de qualifier, puisque ça fait du volume, mais derrière il faut savoir faire le tri de ce qui va mériter d'investir de la force commerciale, de ce qui va mériter de rester dans les flows de nurturing. Et ce qui est intéressant en fait, au-delà des seuls leads, et ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que notre équipe commerciale s'est saisie de nos contenus. À l'origine, on les avait vraiment fait dans un objectif marketing, visibilité, SEO, lead. Et derrière, on se rend compte que tous nos contenus sont utilisés par l'équipe commerciale pour faire avancer, pour interagir avec leurs prospects, pour les faire avancer dans leurs réflexions. Puisque quand on publie des contenus où on explique comment bien sélectionner une solution de paiement à coupler avec sa marketplace, typiquement, ça c'est du contenu utile pour le prospect, c'est du contenu utile pour le sales qui se positionne vraiment comme un consultant, un conseiller et moins comme un sales. Et du coup, on s'est rendu compte, au-delà des leads seuls, qu'il y avait un véritable intérêt pour l'inbound. Et l'équipe contribue vraiment à cette stratégie, puisqu'on la mobilise énormément sur toute la partie contenu. Travailler avec eux les problématiques, identifier un peu tout ce qu'ils ont pu découvrir sur le terrain et que nous, on n'aurait pas vu avec notre casquette de marketeur. Et donc, on travaille avec eux sur ces brainstorms un peu de sujets qu'on devrait creuser côté marketing. Du coup, les étapes suivantes? Alors les étapes suivantes, déjà, la première, c'est de développer, de faire varier un peu, évoluer les formats de contenu. Aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur les articles. Alors c'est logique, on était dans une démarche très SEO, très pédagogique. Aujourd'hui, on voudrait adresser aussi ces contacts qui ont une autre façon de consommer le contenu, ces personnes qui n'ont peut-être moins de temps et pour qui une infographie serait plus adaptée, ces personnes qui au contraire ont besoin de plus d'informations et pour qui l'article ne suffit pas et ont besoin de plus d'interaction, plus de chaleur humaine. Donc un webinar pourrait être envisagé. L'idée, c'est vraiment de travailler, de décliner aussi l'ensemble des contenus qu'on peut produire sur des formats plus snack content ou plus visuels. Transformer et réfléchir sur cette logique-là. Évidemment, c'est toujours de mieux couvrir la phase d'achat. Alors, avant, ce qu'on faisait, puis ce qu'on fait encore aujourd'hui, on travaillait beaucoup avec le contenu pour attirer du monde, pour les convertir, pour les faire avancer. Et dès qu'on arrivait dans une phase plus décisionnelle, on transmettait tout ça à notre équipe commerciale, à nos SDR en l'occurrence.
Et là, on s'est rendu compte qu'il manquait quand même quelque chose. Il nous manque des études de cas, il nous manque des cas concrets, des exemples qui permettent de crédibiliser déjà notre discours, qui permettent de prouver nos actions et puis qui mettent en valeur des clients, des réalisations, qui permettent d'inspirer les personnes qui nous contactent. Donc aujourd'hui, on va développer de premiers cas clients en fonction des personas que l'on adresse et on va s'en servir pour les intégrer dans nos workflows, dans nos campagnes de nurturing et aussi au même titre que ça l'a été avec les articles, ils seront très utiles pour la force de vente qui pourra les partager à loisir à leurs prospects. Alors le troisième point en fait c'est une étape mais c'est une étape un peu continue. Affiner le processus sales marketing, c'est toujours améliorer en continu cette passation, cette qualification et le processus de génération de lead. L'idée, c'est toujours de transmettre le lead au bon moment, au bon endroit, en fait, je dirais, de le transmettre quand il est suffisamment mature. Ça s'affine, c'est de l'apprentissage et ça s'améliore en fait à chaque fois de mois en mois. Et là, on tend vraiment à affiner tout ça. On a revu nos processus de qualification sous une nouvelle méthodologie pour mieux en fait qualifier au maximum les contacts avant de les transmettre à l'équipe commerciale pour ne pas les noyer sous des contacts où c'est super, on a une demande d'une très belle boîte, mais derrière le contact n'est pas suffisamment mature, donc on va creuser un peu l'échange pour voir s'il y a un intérêt, pour voir s'il y a du budget, pour voir quand est-ce qu'est la date prévue du lancement de projet. Voilà, donc c'est vraiment cet objectif d'affiner en continu les échanges sales marketing. Avant que tu passes à l'étape suivante, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment vous êtes organisé? Parce que tu as cité un mot un peu barbare, SDR, et je trouve ça c'est intéressant de voir justement quel est le parcours d'un lead chez Wizaplace avant que ça devienne un client. Alors le parcours d'un lead chez Wizaplace, donc déjà c'est de l'acquisition via le marketing essentiellement, donc la partie web, donc comme on le voyait tout à l'heure. Ensuite, dès que ce lead est scoré et il est devenu un lead qualifié par le marketing, je vais pas sortir de thème barbare encore, MQL pour ceux qui connaissent, mais du coup l'idée c'est qu'une fois que ce lead on a pu avoir suffisamment d'informations sur lui, qu'il a pu passer un seuil, un certain score, là on va le transmettre à la personne, donc à cette première brique commerciale. Alors nous on l'appelle le SDR chez nous, donc c'est la personne qui va qualifier le lead. Donc il va entrer en contact avec lui, qui va le questionner sur son projet, qui va le questionner sur son budget, sur les décideurs qui sont à l'intérieur de ce projet-là, pour vérifier, valider la maturité et valider la crédibilité et l'intérêt de ce lead-là avant de le transmettre à l'équipe commerciale. Donc là, c'est vraiment découpé, je dirais, en trois grosses étapes. Le marketing, cette brique SDR entre le marketing et le commercial, et puis le commercial qui va être là pour avancer plutôt dans la partie démonstration, négociation avec le client. Cette étape-là, donc, elle vise à valider qu'il y a un budget, un décideur, un planning et un besoin qui est réel. Finalement, on revient à des fondamentaux commerciaux assez solides. C'est potentiellement, après, il y a différentes typologies d'organisation, mais ça peut être aussi Chez vous, il est seul, hein, c'est ça, hein? Oui, alors en fait, chez nous, à l'origine, on avait très peu de leads qui entraient, donc on avait une personne qui gérait tout ça, mais je dirais à côté d'autres missions. Et puis, avec le volume entrant, il nous a semblé nécessaire d'en faire un poste à part entière. Et c'est pour ça qu'on parle d'affiner, parce qu'il faut vraiment qualifier davantage, il faut vraiment revoir toutes les informations à recueillir pour que toutes les équipes aient le niveau d'information requis pour soit renurturer des contacts, les retravailler, relancer des contacts dormants aussi, ou alors pour transmettre toutes les informations nécessaires au bon closing par le commercial. Et typiquement, c'est des gens qui peuvent aussi faire de la prospection sortante. Oui. En fonction des organisations, c'est des gens qui peuvent répartir. Ça peut être des gens différents, ça peut être la même personne qui répartit son temps entre le traitement des lead inbound et de la prospection dans le dur. Et donc, la fonction de ces équipes, c'est vraiment d'identifier des projets qui seront ensuite closés par les sales. Oui, ça c'est une autre facette du métier de SDR, mais en effet, c'est de faire aussi plus de l'outbound, mais très couplé aussi au marketing et à l'appui des contenus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on retrouve ces contenus-là qui vont pouvoir être utilisés pour évangéliser, pour attirer ces gens qu'on connaît peu, qu'on connaît pas. Et donc là, on retrouve encore l'intérêt des contenus qu'on a pu développer en amont.
La dernière grosse étape de notre là qui arrive cette année, c'est de décliner notre stratégie en anglais. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on a fait une grosse levée de fonds en septembre, on a levé 13 millions et donc l'ambition de l'entreprise c'est de s'internationaliser et de se lancer notamment en Europe. Et donc pour ça, déjà le langage universel dans un premier temps c'est l'anglais, d'autant plus qu'on a commencé à avoir des contacts anglophones qu'on ne peut pas adresser aujourd'hui, qu'on ne peut pas intégrer dans nos newsletters puisque tout est en français. Donc le gros enjeu ça va être de travailler sur le développement de contenu et d'un blog en fait, un blog qu'on va adresser déjà sur toute la partie anglophone. Voilà. Et une autre petite question d'ailleurs, parce que le lancement du blog en anglais me donne envie de te demander si c'est toi qui vas te charger de ça ou pas, et il me fait rebondir sur une question que tu n'as pas forcément trop détaillée. Combien vous êtes dans l'équipe marketing? Comment vous êtes organisé? Alors aujourd'hui dans l'équipe marketing, on est 3. Moi qui suis là pour piloter les choses et donc qui est amené cette stratégie d'inbound. J'ai quelqu'un qui m'accompagne en stage et ça qui est rapidement arrivé puisque quand je suis arrivée dans l'équipe marketing j'étais toute seule, j'ai monté le pôle et donc du coup je me suis rapidement équipée et associée avec quelqu'un au niveau du stage pour m'épauler. Et puis maintenant on a le SDR qui nous a rejoint dans l'équipe marketing aussi pour tout ce qui est qualification de leads et transmission à l'équipe commerciale. Donc on est 3, mais sur la partie vraiment inbound content et puis traffic management, on est 2. Et sur la partie anglaise, du coup, comment tu vas t'organiser? Eh bien, des recrutements sont en cours. Justement, non, il y a beaucoup de sujets, et ce qui fait aussi par l'accélération de l'entreprise. Là, il y a un vrai besoin de structurer. On structure nos équipes. On a beaucoup grandi. On est passé de 20 en 2018 à 50 en 2019. Là, on a plein de recrutements en cours, dont le marketing, pour avoir une personne qui va gérer toute la partie marketing digital et qui va piloter cette stratégie aussi d'internationalisation de la stratégie web dans son ensemble. Et puis derrière, on va aussi avoir de nouveaux métiers qui vont naître dans l'équipe pour travailler d'autres canaux. Mais clairement, aujourd'hui, on grandit, on se renforce et donc on a besoin de nouvelles ressources. Eh ben, merci beaucoup Charline pour ton retour d'expérience. Merci. Si vous avez des questions à poser à Charline, c'est le moment. Bonjour. Alors moi j'aurais une petite question par rapport, une fois que le contact est qualifié, qu'il est ressorti dans les données, il est transmis au SDA avant la phase commerciale. Je voulais savoir comment justement ce contact-là était traité par le SDA, mais aussi par les commerciaux. Est-ce qu'on peut en mesurer les résultats? Est-ce qu'il y a un outil, Pledzi est-ce que les commerciaux se servent aussi cet outil-là pour justement renseigner les données si le contact a converti finalement par un rendez-vous, par une vente, etc. Alors ça, c'était justement l'intérêt de synchroniser nos outils parce que nous, au marketing, on est très friands de data et les sales, parfois, ils le sont un peu moins et ils se rendent pas compte que derrière, ça nous permet d'identifier quels sont les canaux qui vont être plus pertinents et sur lesquels on va investir. Du coup, toutes les informations qu'on doit traquer sur le web remontent dans notre CRM. Donc, ça nous permet de savoir que, par exemple, quelqu'un qui vient d'un formulaire, typiquement un formulaire démo, on va avoir le score de cette personne qui va être là. Il va y avoir cette URL qui renvoie vers Pledzi et qui permet à l'équipe commerciale de consulter un petit peu toutes les informations collectées sur le site internet. Et puis on a aussi les infos purement marketing, de savoir quel canal d'acquisition a permis d'avoir cette génération de démos. Et derrière tout ça, voilà, si c'est du SEO, du SIA, et puis nous, après, on affine. Le SDR va vraiment intervenir sur la qualification humaine, donc renseigner des informations qu'on n'aurait pas pu détecter sur le projet, tout le scope du projet, sur tous les besoins du client. Un message dans un formulaire, ça suffit pas pour creuser et aller au-delà et valider la pertinence du projet. Donc lui, il va vraiment intervenir pour qualifier et transmettre le maximum d'informations. Donc ça se passe dans le CRM, toute la saisie des informations plutôt commerciales. Néanmoins, il y a vraiment une passerelle entre ces deux outils qui permet aux commerciaux d'accéder et de consulter. Voilà. Après, je vous dirais que l'usage n'est pas le même pour chaque commercial, puisqu'il y en a qui vont être très friands de data et qui vont creuser, et puis il y en a qui vont juste consulter et voir ce qu'il y a sur la fiche du CRM et puis s'en suffire. Néanmoins, ils ont cette portée-là et ils sont globalement majoritairement intéressés par cette donnée.
Et du coup, pour mesurer les résultats, ils interagissent. Enfin, le CRM synchronise directement dans Pledzi et Oui. ça se mesure automatiquement. Alors après, c'est beaucoup. Nous, on traite en fait les informations. On va regarder déjà au niveau qu'est-ce qu'on a pu collecter comme quantitativement en termes de leads. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu comme volumétrie. Donc ça, on va le suivre plutôt côté commercial. Mais combien de leads sont entrés dans le CRM, puisque tous ne sont pas encore en phase, je dirais, suffisamment mature pour être transmis à l'équipe. Et puis derrière, les contacts qui vont avancer dans le pipe et qui vont être intéressants, ça, on va les traiter au niveau du CRM. Donc on va faire matcher nos informations pour voir l'avancée dans le tunnel d'acquisition. Mais le suivi de l'activité, que ce soit en termes de nombre d'opportunités ou en termes de chiffre d'affaires, effectivement, c'est plutôt le CRM parce que ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres sources d'infos, typiquement la prospection sortante. C'est des leads qui vont remonter dans Pledzi, mais parce que pour qu'ils soient aussi nurturés par les équipes marketing, mais il va y avoir, c'est des leads qu'on va suivre plus particulièrement dans le CRM. Donc généralement, effectivement, le terrain de jeu de cette partie-là, c'est plutôt CRM. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, tout d'abord, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir, là, vous avez privilégié le SEO finalement, l'inbound marketing. Est-ce que en parallèle, vous nous parliez des ads au départ qui étaient la première source d'acquisition de Wizaplace. Est-ce que vous continuez, est-ce que vous le développez ou est-ce que vous avez définitivement abandonné cette piste? Alors, on continue d'en faire puisqu'on a, on a un écosystème très actif et donc il faut aussi être présent, on en a besoin. Et puis c'est aussi intéressant, surtout quand on est sur des marchés qui sont très dans l'évangélisation, mais il n'y a pas encore vraiment de problématique identifiée, il n'y a pas de mots portés par tout ça. Donc on fait des contenus, mais derrière on renchérit aussi parfois un peu avec du ads. Et l'intérêt des contenus, c'est qu'ils nous ont aidés à porter notre stratégie. Là où auparavant, quand on a fait au tout début, parce qu'on a refondu le site, mais au tout début, il y avait une page pour parler de tous de nos produits. Donc j'utilisais tous les contenus qu'on avait, enfin pas tous, mais ceux qui étaient vraiment à dimension très stratégique, comme page d'atterrissage pour nos campagnes ads. Donc j'ai couplé en fait l'ensemble, puisque là, tous les contenus nous permettent de renforcer la pertinence de nos actions, à la fois aussi sur le retargeting et sur le display. Bonjour, merci pour la présentation. Je la trouvais très réaliste par rapport aux étapes de lancement de l'inbound, donc je me suis pas mal identifié. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Lorsque vous identifiez une requête stratégique et concurrentielle, en combien de contenus vous arrivez en moyenne à atteindre la première page? Le fond de ma question étant de savoir si vous misez plutôt sur un article très très blindé ou si vous allez privilégier plusieurs articles avec un maillage. Alors, je miserai pas sur un seul article, puisque s'il y a une concurrence féroce sur un terme, il faut pouvoir se positionner sur les différentes requêtes autour, donc sur la longue traîne. Évidemment, il faut avoir un peu un contenu socle qui va venir soutenir tout ça et qui va pouvoir faire, vous l'avez dit, du maillage interne et renvoyer vers l'ensemble des contenus. Mais l'idée, c'est de miser sur un ensemble de contenus, mais aussi à double objectif, puisque déjà vous positionnez, mais aussi pour faire avancer le contact dans sa maturation, dans sa réflexion, puisque s'il est dans une phase de découverte, vous allez pouvoir l'attirer, c'est bien, mais derrière, il va peut-être vouloir des informations plus techniques, plus fines, pour avancer dans son projet, pour y aboutir. Et donc c'est pour ça que l'intérêt de travailler, tout à l'heure Charles en parlait, mais sur un slot de contenu, ça permet de réfléchir, de se positionner, d'être plus fort en fait, d'avoir une force de frappe plus importante. Ok, merci beaucoup. Et ma deuxième question était sur le rapport SEO-SIA en quantité de leads. Vous l'avez tout à l'heure précisé, mais plus sur le trafic du site web, du 60-40 de mémoire. Sur les leads, c'est quoi à peu près votre équilibre aujourd'hui? sur le trafic, ce que je disais oui tout à l'heure, c'est qu'on est à 60% aujourd'hui de trafic porté par le SEO. Et en fait, au niveau des leads, c'est ça aussi sur la partie web, on est à 60% de leads qui viennent du SEO. Et sur le SEO, on a drastiquement baissé puisqu'on a revu en fait toute notre stratégie. Et donc, on est plutôt sur du 10% de leads qui viennent de ce canal-là aujourd'hui. Et vous observez un différentiel de qualité ou de maturité en tout cas du lead entre ces deux canaux? En fonction du canal? Ce qui est intéressant évidemment, c'est quand on est sur du SEO, ça veut dire qu'il a consulté des articles. Donc ça veut dire déjà qu'il sait qu'on n'est pas une marketplace pour vendre des vélos. Donc on a traité déjà on a fait le tri de ce premier niveau de personnes-là. Donc on est sur du lead plus qualifié puisqu'on parle de sujets de notre métier. Donc je dirais oui. Super, merci. Bonjour et merci pour la présentation. J'aurais deux questions autour de
de la production et de l'efficacité. La première, c'est combien a coûté toute l'opération pendant un an. Et la seconde, c'est en moyenne, combien de temps ça vous prend d'écrire un article? Alors, Enfin, un contenu, pas un article, pardon. Pour la première question, par rapport au coût, quand on fait de l'inbound marketing, il y a plusieurs coûts qui entrent en jeu. Il y a la création des articles, il y a la plateforme aussi qui va permettre de porter tout ça. Du coup, la mise en place de l'inbound a représenté, alors je pourrais pas vous dire, j'ai plus les chiffres en tête, mais clairement, il y a eu un coût d'engagement de début, surtout qu'on a été accompagné par une agence aussi sur cette partie-là. Je pourrais pas vous dire, j'aurais peur de vous dire des bêtises en termes de chiffres. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les coûts ont été vraiment lissés, puisqu'au début, quand on a démarré, on a eu un gros investissement, je dirais, pour lancer tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, on a vu les leads arriver et les coûts ont baissé puisqu'on a aussi eu moins d'accompagnement et puis on était plus rodés. C'est l'objet, c'est pour que l'audience puisse savoir s'il y a un très gros coût à l'entrée et qu'on attend des retours sur investissement plus tard ou pas. Une pocket entre 10 et 30, entre 50 et 100. Un an, moins de 10. Enfin, nous, quand on a démarré avec moins de 10. D'accord, très bien. Ouais, avec moins de 10, en fait, vous avez vos contenus pour les créer, vous avez votre plateforme, et puis derrière, après, vous avez ou non de l'accompagnement. Donc, vous pouvez partir sur... après, tout dépend de la solution, de votre volume de contact, et ça, Charles vous en parlera mieux que moi au niveau des pricing, mais vous pouvez partir déjà sur quelque chose comme ça. Et votre seconde question portait sur les contenus et le temps nécessaire. Alors, au début, c'était plus long. Pour justement trouver la façon, le mode de fonctionnement. Il n'y avait pas encore cette routine qui se mettait en place, tout était nouveau. Donc il fallait un petit peu aller chercher tout le monde, aller chercher des informations, réfléchir aussi à une logique. Tiens, si j'écris, je m'adresse à tel personnage, je vais lui parler de ça, je vais lui parler de ça. Ok, est-ce que je peux en faire plusieurs articles? Donc ça prenait un peu de temps. Combien de temps exactement Alors c'était plutôt des petits bouts, je dirais. Déjà un premier travail d'identifier, de benchmarker un peu les sujets. Donc ça se fait dans le cadre de votre veille quotidienne ou hebdo, comme vous fonctionnez. Et puis ensuite, plutôt travailler sur le brief. Je dirais qu'au début, on passe peut-être 2 heures sur des premiers briefs parce qu'on veut être ultra pointilleux, on a plein de choses à dire et puis on cherche, on retravaille beaucoup. Et puis derrière, ensuite, on gagne de plus en plus de temps. Et puis, tout dépend aussi du niveau de connaissance sur votre persona. Puisque plus vous allez le connaître, plus vous allez l'adresser facilement. Moins vous avez d'infos, plus vous allez devoir chercher de l'information un peu partout. Et là, ça peut prendre du temps, puisque si vous faites appel à différentes équipes, aussi en fonction de leur disponibilité, ça peut être plus ou moins long.